Bonjour. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jocelyn Loritano et donc durant l'année 2022, j'ai soutenu un mémoire intitulé La montée en expertise historique dans le domaine du jeu vidéo, sous le prisme de 3 œuvres vidéoludiques, donc Assassin's Creed Unity, développé par Ubisoft et édité par Ubisoft, Kingdom Come Deliverance, développé par Warhorse Studio et édité par Deep Silver, et Battlefield 5, développé par le studio DICE et édité par Electronic Arts. J'ai effectué ce mémoire au sein du Master DIE, donc Développement, Innovation, Environnement, qui a été remanié, je crois, cette année, qui a changé d'intitulé, donc qui s'appelle Transition, Innovation, Environnement. Et donc ce sujet de recherche se base autour du fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de studios de développement de jeux vidéo s'attachent à traiter du passé dans les productions vidéoludiques. Et donc j'ai trouvé intéressant le fait de développer en fait comment les studios s'attachent à traiter l'histoire et comment ils ont recours à des historiens extérieurs pour pouvoir en fait accroître leur capacité d'analyse historique et rendre de plus en plus crédible le traitement du passé dans ces univers vidéoludiques. Alors effectivement, quand on avait discuté au début de votre mémoire, on s'était posé la question vraiment de se dire quel jeu choisir. Donc là, vous avez des jeux qui traitent de la période médiévale, moderne, contemporaine, des jeux avec de gros débats autour, évidemment Assassin's Creed Unity, Révolution française, mais aussi Kingdom Come, où il y avait eu beaucoup de débats sur le caractère nationaliste de ce jeu tchèque. Et donc, la question toute bête par rapport à ces 3 sujets, et donc vraiment cette problématique centrale, comment l'expertise historique s'intègre dans les 3 jeux, quelles sont vos sources? Sur quoi vous avez travaillé pour faire ce master de recherche d'histoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les sources ont été très variées. Tout d'abord, en ce qui concerne l'expertise historique, il y a eu un gros travail d'entretien donc, qui a été mené sur les 2 années de recherche, donc, qui se compose de 6 entretiens, assez divers et variés, notamment des consultants historiques qui ont travaillé pour les studios en question. Je pense notamment à Johanna Novak, historienne tchèque qui a travaillé donc, sur Kingdom Come Deliverance, et un consultant anonyme qui a travaillé pour Ubisoft, qui est consultant donc interne. Et donc voilà, en ce qui concerne les historiens que j'ai pu avoir en entretien pour travailler sur ce sujet. Ensuite, il y a eu 2 professeurs du secondaire, qui sont William Brou et Romain Vincent, qui sont 2 professeurs qui s'attachent à incorporer le jeu vidéo en classe, l'étude du jeu vidéo en classe, et donc à proposer des activités pédagogiques à partir d'œuvres vidéoludiques. Et enfin, 2 entretiens de membres de l'équipe artistique d'Ubisoft, donc une directrice de projet et une animatrice 3D junior, qui m'a permis d'apporter un éclairage sur comment des gens qui ne sont pas nécessairement formés à la discipline historique peuvent se renseigner, tout le travail de documentation en fait, qui est fait en amont du développement du jeu. Donc c'est à peu près une centaine de pages d'entretien qui a été retranscrit et qui a donc permis de mettre en lumière en fait, le travail de production et de recherche sur les éléments traitant du passé dans ces productions. Ensuite, il y a eu les articles de presse, donc que ce soit des articles de presse spécialisés dans le jeu vidéo ou des articles de presse régionale voire nationale qui traitent du médium du jeu vidéo sur des questions sociétales en général ou plus précisément sur des points précis historiques qui ont pu soulever polémique quant à l'utilisation et le traitement du passé dans ces œuvres. Ensuite, il y a eu des vidéos YouTube qui traitent principalement, ce sont des interventions d'historiens qui parlent en fait en réaction à la sortie de tel ou tel jeu ou qui ont pu travailler au sein de studios, donc qui racontent leur expérience et qui partagent auprès du public comment le travail peut se dérouler au sein d'un studio de développement. Également une grande cinématographie et vidéographie. Donc que ce soit donc les 3 œuvres citées pour ce travail ou alors les opus précédents ou d'autres œuvres donc, qui s'étalent depuis presque la naissance du jeu vidéo dans les années 60 jusqu'à des productions récentes des années 2020. Alors c'est vrai que c'est sûr que sur un tel sujet, les jeux peuvent être utilisés comme œuvre en soi, comme source en soi, historique, mais comme vous vous intéressiez de manière structurelle à
cette montée en expertise, il fallait passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la production des jeux vidéo, ce que vous avez fait à travers les entretiens. Dans mon souvenir, c'est vrai que par exemple sur Assassin's Creed Unity, comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par Jean-Clément Martin ou par Laurent Turcot, beaucoup d'interviews, finalement il y avait moyen d'entourer, enfin il n'y avait pas besoin d'entretien pour savoir un peu quels avaient été les enjeux de cette expertise dans tout ça. Alors du coup, par rapport à ces trois œuvres, qui sont assez disparates, mais ça servait le propos, puisque ça vous aidait à vraiment justement bien montrer comment on retrouve les mêmes problématiques de comment on intègre l'expertise historique. Quels sont un peu vos résultats de ce master de recherche? C'est-à-dire, est-ce que l'expertise historique est un pur argument commercial, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté? Alors on sait très bien comment ça se passe, les game designers, les narrative designers, ce que vous voulez, tous les gens qui participent du jeu vidéo, la vraisemblance primera toujours sur la vérité, mais comment ça s'est passé dans les 10 années finalement que vous avez un peu étudié, entre le premier jeu et le dernier jeu, à peu près, c'est ça? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que l'argument commercial prend toujours le dessus? Quelles sont vos conclusions? C'est vraiment trois cas particuliers, c'est pour ça aussi que je les ai choisis. C'est que on constate qu'il y a une évolution, mais également une différence de traitement historique entre ces trois univers. Donc je vais les prendre en fait dans l'ordre. Donc pour Assassin's Creed, qui se passe durant la Révolution française, donc on commence en 1789 pendant la prise de la Bastille et qui se termine grosso modo à la fin de la réaction thermidorienne en 1794. Le studio en fait ne cherche pas à véhiculer quelconque message historique ou à apprendre en fait, à vocation d'apprendre le passé. C'est vraiment le personnage donc d'Arnaud Dorian qui traverse en fait ces 5 années de Révolution française, n'a pas en fait d'incidence sur les éléments qui peuvent entourer la Révolution française. En fait, c'est le fond de l'histoire, c'est une guerre entre deux sectes qui sont les Templiers, donc inspirés de l'ordre du Temple de Salomon, et les Assassins, qui est en fait une lutte de pouvoir pour dominer le monde, les Templiers voulant récolter les fragments d'un artefact un peu mythique qui s'appelle la Pomme d'Éden, qui en gros permettrait de contrôler le monde et de contrôler le savoir, et les Assassins, donc en réaction à ce dispositif, essayent de contrer les Assassins. Et donc on va traverser en fait cette Révolution française, déjà par un environnement parisien, donc qui représente la Révolution française, mais également par différents événements, qui sont par exemple la mort du roi Louis XVI, la prise du palais des Tuileries, la mort de Robespierre. Mais en fait, ces éléments vont être un petit peu annexes par rapport à la quête de notre personnage, c'est-à-dire qu'on va traverser ces événements historiques sans avoir une quelconque incidence sur ces événements, ou qu'il n'ait une quelconque incidence sur la trame narrative de notre personnage. Donc on va dire que dans ce cas précis d'Assassin's Creed, la Révolution française est plus un prétexte contextuel pour pouvoir faire évoluer notre personnage, et donc la dimension historique est vraiment un élément secondaire en fait de la narration, qui est très secondaire et finalement n'apporte pas réellement, on va dire un éclaircissement sur la période. Voilà, c'est très général, et voilà, ça reste assez... C'est de l'ordre du world design, C'est ça. Et en revanche, ça ne disqualifie pas le fait que, par exemple, un certain personnel politique type Jean-Luc Mélenchon ait pu prendre position là-dessus en disant qu'il y avait une représentation assez sanglante. Et là, on voit bien que on est vraiment dans l'entre-deux, dans l'appropriation, dans le débat public de la question vérité-vraisemblance, où en fait les studios n'ont pas nécessairement envie de dire la vérité historique, mais se prennent tout le temps, finissent toujours par être convoqués sur vous n'avez pas dit la vérité, alors que eux, ce qui les intéresse, c'est le narratif, comme vous venez de le dire. Alors et du coup, dans les autres jeux, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change? Alors, ce qui change, donc, c'est qu'on a une sorte de montée en expertise historique en fait, et une différence dans la véhiculation de messages. Par exemple, Battlefield 5, donc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se découpe en 4 campagnes distinctes. Donc une première en 1942 lors de l'opération Albumen menée par les SAS britanniques en Grèce, une opération en Norvège en 1941,
lors de la bataille de l'eau lourde, donc pour détruire en fait des usines d'eau lourde qui servaient pour la production de l'arme nucléaire. Une campagne en 1943 lors du débarquement de Provence, où on joue un tirailleur sénégalais, et une campagne en 1945 où l'on joue un conducteur, un chef d'équipage de chars allemands lors de la bataille de la Poche de la Roure en 1945. Donc c'est quatre éléments qui racontent un moment donné en fait de la Seconde Guerre mondiale, et c'est dans cet investissement en fait que là on peut apercevoir en sous-bassement quelques messages politiques qui font écho à des enjeux sociétaux contemporains. Je vais prendre un exemple précis. Dans la campagne donc du commandant de bord d'un char allemand, qui s'appelle Peter Müller, en fait, lors de la débâcle de l'armée allemande et de la progression de l'armée américaine vers le front de l'Ouest, on assiste en fait donc à la débâcle de l'armée allemande, et donc ce pilote de char en fait progresse dans une ville qui est totalement bombardée par les forces alliées, et il va assister durant cette débâcle à des exactions qui vont être commises par l'armée allemande. Je pense notamment à des pendaisons sommaires de civils par exemple, ou à des défections de soldats de l'armée allemande qui vont être exécutés également pour leur retraite injustifiée par rapport aux ordres qui sont donnés à Berlin de défendre les positions allemandes. Et en fait, ce qui est dérangeant dans ce cas-là, c'est que on a l'impression que donc ce soldat de la Wehrmacht, il est un petit peu désemparé, désabusé quand il voit les sévices effectués aux populations civiles ou aux membres de soldats qui battent en retraite. Et ça, c'est dérangeant parce qu'en fait, ça reprend une thèse américaine qui a été développée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine, justement, à travers d'un personnage qui s'appelle Franz Halder, qui était chef d'état-major général de l'armée de terre allemande de 1938 à 1942, et qui a été récupéré à la fin de la guerre par l'état-major de l'armée américaine, et qui a été en charge de dépouiller des documents militaires de la Wehrmacht, et qui en fait qui devait servir à améliorer les performances de l'armée américaine. Et on a assisté à ce qu'on appelle une Wehrmachtisation de l'armée américaine, donc qui ont été basées sur les techniques de combat de la Wehrmacht allemande pendant le conflit, et qui ont donc servi à développer les tactiques militaires de l'armée allemande. Et donc ça a été un mouvement en fait qui a pris racine également au sein de la population américaine, et donc on parle de Wehrmachtisation, de Wehrmachtmania plus précisément. Et donc ça a été un mouvement qui a tenté de minimiser les exactions de la Wehrmacht allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc à ce titre, donc il y a des historiens, je pense particulièrement à Hans Hirn, qui est un historien allemand, qui s'est attaché à faire un décompte des victimes perpétrées par la Wehrmacht durant le conflit. Donc j'ai quelques chiffres, c'est par exemple 1 à 1,5 million de juifs qui ont été massacrés par la Wehrmacht, plus de 3 millions de victimes de guerre, donc soit de prisonniers qui ont été en fait tout simplement tués hors du cadre de combats réguliers, mais également 5 à 7 millions de civils partisans qui ont été pendus ou exécutés sommairement par la Wehrmacht. Et donc ce qui est très dérangeant dans ce cas-là, c'est que le jeu nous véhicule en fait une image d'une Wehrmacht propre, le mythe de la Wehrmacht propre, donc qui n'était pas du tout affilié à l'idéologie nazie, et qui reprend aussi dans la figure de Peter Müller, on reprend aussi la figure de Erwin Rommel, qui, pour une certaine partie de l'historiographie, a été un petit peu blanchi en fait des exactions de la solution finale et de l'idéologie nazie, en disant finalement il y a des généraux allemands qui ont été propres en fait durant ce conflit et qui se sont juste concentrés sur la guerre et qui n'ont pas du tout participé idéologiquement en fait aux exactions nazies. Et là pour le coup ça pose vraiment
un problème assez important dans le sens où on banalise en fait le rôle de la Wehrmacht durant ce conflit. Et ça, alors avant que vous traciez la comparaison dans la démonstration que vous êtes en train de faire, si on s'arrête juste sur ce jeu-là, ça, il y a dû avoir un débat public. Est-ce que les développeurs ont répondu sur cette question-là ou pas du tout? Pas du tout. Ça a été très difficile en fait de trouver des réactions. Donc c'est notamment par la presse spécialisée. Ça a été très difficile de trouver des réactions. Le seul argument, on va dire un petit peu artistique, qui a été évoqué par le studio, c'est que on a l'habitude de toujours voir des caricatures, donc du nazi méchant, un peu bête, etc. Et en fait, les développeurs ont voulu mettre l'accent sur des histoires un petit peu particulières, un petit peu, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, qu'on peut voir par exemple dans le cinéma, dans les séries ou dans le jeu vidéo, dans la littérature. Et donc, ils se sont un petit peu défendus en prétextant le fait que voilà, c'est une liberté artistique et que le grand public n'a pas forcément les connaissances historiques pour pouvoir analyser ou traiter, avoir des repères par rapport à ce sujet. Et donc, ils ont décidé de montrer des histoires un petit peu individuelles. Mais le problème, c'est que par ces histoires individuelles, ils arrivent à faire des généralités qui ne reflètent pas du tout la réalité du conflit. Et là, on est donc à un deuxième niveau où l'histoire, le passé n'est plus un décorum seulement, mais où la narration est vraiment entrelacée avec des questions historiographiques, comme vous venez de le montrer. Et du coup, le troisième jeu, donc là, c'était Kingdom Come Deliverance, où là, il y a eu pareil, hein, c'est quand même des jeux qui ont soulevé d'énormes débats. Donc, si vous pouvez nous raconter, résumer un peu rapidement les enjeux autour de ce jeu-là. Donc, pour résumer un petit peu l'œuvre, Kingdom Come Deliverance, ça se passe durant l'année 1403 en République tchèque actuelle, donc c'était le royaume de la Bohème médiévale. Et donc il prend place après l'enlèvement du roi Venceslas IV par Sigismond de Luxembourg, qui est roi de Hongrie et de Croatie, et qui décide d'envahir la Bohème médiévale, parce que les seigneurs un peu locaux sont très mécontents de l'administration du royaume par Venceslas. Et donc, du niveau de propreté du village, du premier niveau, il y a des cochons partout. Et du coup, donc, Sigismond entame une conquête militaire de la Bohème médiévale, et donc nous on joue Henri, qui est un fils de forgeron, et donc son village se fait attaquer au début du jeu par les armées de Sigismond. Sa famille se fait massacrer, et donc par une alliance de seigneurs locaux qui ont prêté allégeance à Venceslas IV, décide de mener une sorte de révolution pour reconquérir le royaume et remettre à la tête du royaume Venceslas IV. Donc ce jeu, il se différencie notamment des deux autres par sa volonté de créer une vraie réalité historique, donc notamment dans les faits, donc par l'intermédiaire de Johanna Novak, donc qui a travaillé énormément sur donc les questions sociétale, qui a fait une histoire de l'hygiène, c'est très très précis. Il y a eu, en termes de combat par exemple, ils ont eu recours à des spécialistes en arts martiaux, donc qui ont fait des chorégraphies en motion capture de combats qui se veulent réalistes en fait de l'époque médiévale, donc au bouclier et à l'épée, donc qui inclut un gameplay très exigeant et qui se veut donc très réaliste des combats de l'époque médiévale. Donc le postulat de base par les directeurs artistiques du jeu, ça a été de recréer vraiment une ambiance médiévale, un contexte qui soit très très proche de ce qu'a été la Bohème médiévale à l'époque. Et pour le coup, ça a suscité de nombreuses polémiques, parce que justement, quand on veut s'attacher en fait à créer une réalité historique, en général, la communauté est très très pointilleuse sur certaines questions, et ça a soulevé notamment un débat très très profond sur la représentation des minorités en fait et de la diversité ethnique dans ce royaume à l'époque médiévale. Donc il y a eu une très très grosse polémique, parce que dans le jeu il n'y a aucun représentant de la diversité ethnique. Là, pour le cas de ce jeu-là, c'était la communauté noire à l'époque. Et du coup, les internautes en fait se sont insurgés bien avant la sortie du jeu en proclamant qu'il y avait des sources historiques qui démontraient qu'il y avait déjà une présence de diversité à l'époque, et le directeur artistique du jeu avait dit que non, en fait, en reniant en bloc que ça n'existait pas, qu'il n'y avait absolument pas de diversité ethnique, et en disant que une certaine partie de la communauté jeux vidéo très progressiste
ne supportait pas en fait que la réalité historique puisse mettre en avant une certaine réalité ethnique qui ne correspondent pas aux critères et aux enjeux sociétaux contemporains. Donc ça a soulevé de très très larges questions et l'historiographie après a essayé de mettre un petit peu en lumière ces réalités ethniques et ça a provoqué d'assez gros débats en fait sur cette question-là. Ouais, au final, c'est vrai que ce jeu, je me rappelle dans votre mémoire tout ce que vous disiez aussi, si je dis pas de bêtises, il y avait eu aussi des liens avec le Gamergate. Enfin, il y a eu plusieurs choses à ce moment-là qui ensuite ont plombé un peu l'éditeur Warhorse autour du jeu. Alors évidemment, ça polarise les types de joueurs, mais c'était intéressant. Alors d'une certaine manière, là, vous venez de résumer vos 3 jeux qui sont sortis donc en 2000. 2014 Assassin's Creed Unity, 2017 Battlefield 5 et 2018 Kingdom Come. Ouais. Donc on est sur 5-6 ans. Alors on aurait pu, peut-être que les gens qui nous regardent peuvent dire, ah, mais oui, mais il aurait fallu prendre plus de jeux, des jeux des années 90. Bon, c'est des questions qu'on s'était posées tous les deux et on voulait justement prendre 3 jeux qui vous permettent aussi de voir dans les débats, dans la presse, vous venez de le dire, les 3 jeux ont suscité d'énormes débats. Il y avait aussi des attentes autour de cette authenticité ou de cette véracité historique. Votre conclusion par rapport à ça, vous vous souvenez peut-être quand on a fait l'interview de Johanna Novak, qu'elle avait l'impression, elle voulait la vérité historique, et elle disait qu'elle finissait toujours par plier le genou devant le gameplay, devant les designers, qui eux voulaient surtout, même dans un jeu qui se veut aussi pointu que Kingdom Come, qui voulait surtout de la jouabilité. De ce master, vous tirez quelle conclusion? Est-ce qu'on va vers plus d'authenticité historique, mais est-ce que malgré tout, ça reste pas qu'un argument commercial? Comment vous voyez les choses? C'est assez difficile parce qu'en fait ça dépend vraiment des politiques internes des studios. Je pense ça répond pas vraiment à une question d'évolution dans le temps, mais plutôt à vraiment une politique et un désir par la direction artistique d'exploiter en fait le passé. Par exemple, pour ce qui est du cas d'Ubisoft et de l'entretien que j'avais eu avec le consultant anonyme qui est donc travaille à plein temps donc au sein du studio Ubisoft à Paris, disait que peu importe en fait les consultants qui intervenaient, que ce soit des universitaires de tout type, hein, il y a des géographes qui travaillent, des sociologues, d'anciens militaires qui travaillent chez eux. C'est toujours l'argument commercial qui prime, c'est-à-dire quelle est la thématique historique contemporaine qui va faire le plus vendre en fait. Souvent quelqu'un en fonction de ce qui marche au niveau des séries et des films. Et donc, ce qui ressortait de cet entretien, c'était que, en fait, c'est vraiment les grands patrons qui ont la mainmise en fait sur les thématiques qui vont être abordées au sein du jeu. C'est-à-dire que les travaux des consultants historiques sont très très minimisés. Et vraiment, pour le coup, ils sont vraiment ramenés à un travail de consulting, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre, en fait, quasiment, et n'ont aucun rapport décisionnel, en fait, dans l'œuvre qui est créée. Et donc, on va dire en conclusion d'un jeu comme Assassin's Creed, d'une licence comme Assassin's Creed, ce qui était ressorti, c'était que même au niveau des équipes artistiques, on va dire à la fin d'un processus créatif du jeu, on va dire 95% d'après les chiffres que citait donc l'intervenant, ne maîtrise pas du tout le sujet historique sur lequel il travaille. C'est peut-être un petit peu exagéré, bon. Ça, on le laisse aux acteurs, enfin aux gens qui travaillent là-bas. Mais voilà, il faut savoir que, mais ce qui est normal aussi, c'est que les gens qui travaillent sur ce type de sujet historique ne sont pas du tout des spécialistes. Donc c'est vrai que il peut y avoir des grosses erreurs qui vont être faites, d'où les travaux des consultants qui vont un petit peu aiguiller et dire bon bah ça va, ça va pas, mais aussi qui vont être soumis par exemple à, comme je le disais avant, des thématiques contemporaines. Je prends l'exemple de l'animatrice 3D qui m'avait évoqué dans Assassin's Creed Valhalla, donc l'opus qui était sorti sur l'histoire des Vikings, les conquêtes vikings en Angleterre médiévale, qui, pour des questions assez futiles en fait, qui pourraient paraître futiles, qui parlait de la modélisation d'un vase qu'ils avaient trouvé en fait dans les sources qui représentait des jeunes garçons allant à l'école. Et ils se sont dit à ce moment-là, on ne peut pas représenter ce vase-là de garçons qui vont à l'école parce que dire que seulement les garçons vont à l'école et pas les filles, on peut pas dire ça aujourd'hui, quoi. C'est trop sensible. Et donc du coup, ils ont fait le choix de pas modéliser en fait ce vase
parce que justement ça allait soulever des débats un peu trop houleux et ça allait nuire à la réputation du studio. Donc en fait, les travaux des consultants dépendent vraiment de ce qu'on veut faire dans le jeu. En ce qui concerne Battlefield, il y a eu très très peu de sources qui sont sorties. Je sais même, il n'y a même pas de nom en fait d'historiens qui ont travaillé directement sur le projet, donc ça a été assez difficile de se documenter à ce niveau-là. Mais par exemple, pour Kingdom Come Deliverance, là, la direction artistique qui veut vraiment recréer un univers de la bohème médiévale très réaliste, là, il y a vraiment... et puis c'est un studio indépendant, donc c'est vraiment une plus petite équipe où tout le monde se parle. Ils sont, je crois, 80-90 dans le studio. Donc c'est une équipe très fortement réduite, comparé à Ubisoft, qui sont des centaines de milliers dans le monde et qui possèdent des filiales au niveau mondial. Il y a une discussion en interne qui est beaucoup plus prégnante et du coup ça se ressent dans le jeu et donc on a une peinture de la bohème qui se traduit donc dans le gameplay, dans l'univers, dans la reconstitution géographique des lieux qui tend à être si on peut dire plus réaliste historiquement parlant qu'un jeu comme Assassin's Creed. Mais ça reste un jeu vidéo, ça reste un produit qui a vocation à se vendre. Donc ça reste quand même un produit qui est très commercial finalement, et donc ça pose la question de la commercialisation du savoir historique par l'intervention donc de gens universitaires ou internes au studio qui ont la connaissance, qui ont le savoir, et qui en fait dans le cadre d'une entreprise privée et d'un projet artistique qui a vocation à faire de l'argent, commercialisent le savoir historique pour en fait en tirer des bénéfices. Et donc c'est important de se pencher à ce niveau-là parce que ça peut véhiculer des messages qui peuvent être très contre-productifs et nier totalement l'historiographie contemporaine pour véhiculer des messages assez dangereux, voilà, ou pour ne pas dire qui ont été contredits depuis 30 ou 40 ans par l'historiographie et qui, dans les mains d'un joueur qui ne s'y connaît pas forcément, peut véhiculer des stéréotypes qui pour le coup, peuvent donner de fausses images, de fausses représentations des événements historiques. Je terminerai en vous taquinant en disant que bon, l'industrie du jeu vidéo tire profit du passé, mais la discipline historique tire aussi profit des jeux vidéo qui ramènent de nombreux étudiants qui, après avoir rêvé de sauter depuis Notre-Dame sur les toits de la conciergerie, viennent faire des études d'histoire. Merci beaucoup Jocelyn pour cet entretien et bonne continuation à vous pour la suite. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté.